Mais à côté de cette France, qui est celle que j'aime, il y a une autre France qui est officielle, qui s'entête dans un déni. On y a passé la journée du 7. Et on entendait tout autour de ce couvent, mais en même temps c'était une école, des cris des gens qui étaient égorgés, des balles qui sifflaient dans tous les sens. Et on y a passé aussi la nuit du 7 avril. Et ce n'est que vers 15 heures, sous le soleil tapant, qu'on a été attaqué. Il y a une image qui m'a marqué et qui reste toujours dans mon esprit et qui hante souvent mes sommeils. C'est cette jeune femme, elle devait avoir entre 18 et 20 ans. Quand les miliciens sont arrivés, cette jeune femme était dehors. Et 3 ou 4 miliciens se sont jetés sur lui et l'ont découpé au coup de machette et à coup de gourdin, jusqu'à ce qu'elle tombe. Au fur et à mesure que les gens sortaient, les miliciens avaient fait un cercle et ils tuaient à coups de machette et toutes les armes qu'ils avaient à leur disposition. Et je me souviens que une des dames qui était avec nous, que je connais très bien, a dit épargnez-moi, ne me tuez pas à la machette, j'ai une certaine somme d'argent, s'il vous plaît, fusillez-moi. Les militaires ont pris l'argent, ils l'ont fusillée, ils l'ont pris pour morte. Aujourd'hui, elle est encore vivante, elle est en Belgique. Donc les miliciens ont continué à découper les autres, y compris ma famille. À ce moment-là, moi, j'étais complètement petrifié. J'étais mort debout. Au moment où j'ai vu ma sœur se faire ramasser au visage, au moment où j'ai vu cette dame qui s'appelle Laetitia avec son fils qui avait 2 ans. Le fils a reçu un coup de gourdin sur la tête alors qu'elle le portait sur son dos. Je m'excuse. Bon. Donc à ce moment-là, je vois cette dame et son fils et elle, donc on lui donne un coup de machette aussi sur la tête, et la tête tombe et je la vois s'écrouler. Et quelques temps plus tard, je me réveille comme si j'étais en train de rêver. Et j'entends des voix qui demandent si parmi les cadavres, il y a encore des gens vivants. Je me rends compte en fait que je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever, je suis blessé. Mais en même temps, j'ai des corps sur moi. Je vois que ce sont les agents de la Croix-Rouge. Je vous rappelle que là, on est encore le 8 avril. Je dis souvent que nous, la chance qu'on a eue, ceux qui ont survécu à cette attaque-là, la chance qu'on a eue, c'est que le 8 avril, c'est tout au début du génocide. Et donc la Croix-Rouge pouvait encore opérer. Un soir, un groupe de miliciens arrive, commence à ramasser les gens. Et je me dis que bon, bah, moi aussi, ça va être mon tour. Et curieusement, le milicien qui dirigeait ce groupe, il vient, il s'arrête devant mon matelas. Et là, il me dit tu as de quoi manger? Je dis non. Il me dit je n'aime pas qu'on tue la jeunesse. La vie
dans ce moment-là, ça me tient qu'à un fil. Il me dit, demain, je reviendrai. Et il est revenu, il m'a donné une boîte de sardines. Au Rwanda, il y a des situations comme ça, les gens qui sauvaient les gens et qui en tuaient d'autres. Cette histoire, on voulait qu'elle soit entendue dans l'opinion publique française, en tant que telle. Vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette question. Je tiens à remercier chaleureusement aussi le président de la République, Emmanuel Macron, pour un geste important qu'il a posé il y a quelques jours en recevant l'association Ibuka. C'est historique. Il a voulu marquer la place que les rescapés devraient avoir, la considération qu'ils devraient avoir. Mais ce n'est pas suffisant. Nous attendons beaucoup plus que ça. Je tiens à vous faire partager quelque chose que vous ne saviez pas. Parce que j'aimerais peut-être que vous en preniez note, monsieur le ministre. Il est étonnant que le fait d'être un rescapé soit quelque chose de suspicieux, qu'une association qui milite pour la mémoire des victimes soit ostracisée dans ce pays qui est le pays qui respecte et qui donne une place importante pour les victimes. Il y a quelques années, j'ai demandé à être naturalisé. Et donc j'ai introduit une demande de naturalisation à laquelle j'ai reçu un refus. Mais un refus qui est motivé par des motifs insultants pour la mémoire et pour les victimes. Permettez-moi de vous lire juste un extrait. Monsieur, par la lettre en date du 8 novembre 2017, vous avez appelé mon attention sur votre demande de naturalisation et exercer un recours hiérarchique contre la décision préfectorale de rejet en date du 14 septembre 2017 qui vous a été notifié le 22 septembre 2017. Après avoir procédé à un nouvel examen de votre dossier, je constate que vous exercez des responsabilités associatives importantes au sein de la structure française et européenne d'Ibuka, et êtes plus particulièrement le vice-président d'Ibuka France, qui sert de relais au service de renseignement rwandais. Par conséquent, eu égard à votre manque de loyalisme envers la France et ses institutions, il ne me semble pas opportun de vous accorder la faveur de naturalisation. Vous voyez la place que les institutions françaises réservent aux victimes et à l'association Ibuka. Le plus important, c'est qu'on a survécu, on est là. Certes, blessés, fracassés, humiliés, mais vivants. Je peux vous dire, en ce qui me concerne, je ne lâcherai rien à ce combat. Je vous remercie.